concernant le vieillissement de la population, le cas de Shanghai, par exemple, c'est 20% de la population. 20% de la population qui est au-delà de 65 ans, considéré comme l'âge de vieillissement qui est reconnu internationalement. De l'autre côté, c'est un signe de bonne santé économique, ou plutôt le bien-être du peuple. Par exemple, mon père, 92 ans, il se comporte très bien. Hein? Dans mon livre, j'ai aussi la photo de mon père. Là. Il dort bien, il mange bien. Il se balade aussi avec ma mère. Là. Il y a beaucoup de noctogénaires qui se portent bien en Chine. Oui, bien sûr. Mais à long terme, nous avons le problème de la population. Quand on ne fait pas d'enfants, ou moins d'enfants, comment on va garantir la croissance durable de l'économie chinoise? C'est le cas maintenant. C'est dans la ville de Shanghai. Poser des questions aux jeunes mariés, aux jeunes couples. Ce n'est pas cette envie de faire des enfants. Et même parce que la vie coûte très cher. La vie coûte cher, il y a beaucoup de complications. C'est pour ça que l'État a changé il y a 2 ans, 3 ans. La politique de l'enfant unique. Ouais. Mais avec cet incentive, l'encouragement, c'est encore un problème de vieillissement. Moi, je pense que ça, c'est un problème, un défi. Quand vous n'avez pas l'avenir, vous n'avez pas d'enfants. Vous savez, dans mon livre, j'ai des chiffres assez alarmants. Même l'ONU, il a le fameux UN Population Fund. Il a prédit la population de Chine d'ici 2100. Nous ne sommes plus 1,3 milliard. Nous serons 600 millions. C'est la moitié. Ouais. C'est alarmant. Ça nous ramènera au niveau de la révolution culturelle chinoise. Ce sera divisé par 2. Nous, les femmes chinoises, donc ce qu'on appelle l'âge de fécondité, là. Chez vous, c'est 2,1 par femme française. Chez nous, c'est 1,5. Les femmes chinoises ne font moins des enfants. Nous, c'est 2,1. Nous, c'est 1,5. Donc, même comparant avec la France. Et vous êtes un pays développé, industrialisé. Donc, à ce côté-là... Mais vous aussi. Non, on est loin. Vous venez de mentionner, de nous suggérer, de construire ce système de l'État-providence. Moi, je pense que l'État chinois a beaucoup travaillé. Il faut que tout le monde soit soigné correctement, avec une retraite correcte, avec une médecine correcte. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Oui, c'est ça. Mettre en place un système de retraite correct, et puis sûr. Un système de sécurité sociale dont tous les Chinois y compris les paysans, y compris les paysans, voilà. Alors, dans votre livre, Suppos, vous vous êtes penché aussi sur les défis externes auxquels est confrontée la Chine. Un chapitre est consacré à Wu Jianmin, ancien ambassadeur de Chine en France. Lui, il préconisait une politique étrangère de profil bas de Deng Xiaoping. À votre avis, est-ce que cette politique est encore d'actualité ou alors elle est devenue caduque ? Non, cette politique est encore d'actualité. D'ailleurs, je travers tous les commentaires récemment parce que la situation internationale qui est soudainement change beaucoup, surtout au lendemain de la guerre déclarée commerciale entre la Chine et l'Amérique, dans les États-Unis. On pose la question. En Chine aussi, on pose la question. Mais je pense que la politique étrangère de Chine est toujours une politique de profil bas. Étant donné de notre facteur réaliste. Quel est le facteur réaliste? La Chine, apparemment, c'est la deuxième puissance économique. Le PIB est tellement important. Mais par habitant, on n'est rien. On est conscient, on est un pays pauvre. Il ne faut pas se tromper. Et ce n'est pas l'intérêt de la Chine de changer la donne. Et la Chine a tout l'intérêt d'être intégrée dans l'ordre mondial. Donc, on veut avoir un environnement international de paix. C'est pour ça que la Chine a travaillé sans lâche depuis toujours pour la paix. Et le président Xi Jinping a proposé le destin commun de l'humanité. Ça, c'est nous. Nous avons besoin de la paix et dans le cadre international. Et pour ce défi international, notamment la relation Chine-Amérique, moi j'ai dit que l'État a fait tout, surtout la diplomatie chinoise a fait tout pour éviter de tomber dans le piège
Thucydide. Le piège Thucydide qui dit, mais c'est pas moi qui ai inventé, c'était un ancien historien grec il y a 500 ans qui a même écrit cette histoire-là, en disant qu'une puissance établie, une puissance montante, il y aura un conflit institutionnel. Ouais. Inévitable. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Dans le cas de l'ancien grec, c'est Sparte et Athènes. Donc, vous savez, c'est l'histoire là. Et nous sommes conscients que la Chine va éviter de tomber dans ce piège de Thucydide, notamment avec les Américains. Ça, c'est pour moi, je vois à travers aussi mes contacts avec Hu Jianming, avec lui, nous avons participé à beaucoup de colloques ici à Paris, et je comprends très bien. C'est aussi un défi qui est d'actualité. Et nous avons tout l'intérêt de travailler avec la communauté. Faire profil bas, comme on dit. Avec la communauté internationale, y compris la France, l'Union européenne, de poursuivre cette mondialisation qui fait du bien à tout le monde. On ne peut pas se permettre de dire non, de changer, de renverser la table. Moi, je pense que par le caractère ou la tradition, la culture, les Chinois sont respectueux. Les Chinois veulent l'ordre. Les Chinois veulent ce régime de libre-échange. Les Chinois veulent travailler avec les autres. C'est le cas. Hein. Moi, je pense que le président Xi Jinping a lancé depuis longtemps, depuis 5 ans, cette fameuse initiative de One Belt, One Road. C'est dans ce composant. Et ce fameux communauté d'intérêt commun, c'est dans ce composant. Et pourtant, l'initiative chinoise One Belt, One Road est perçue par certains journalistes français comme étant une politique expansionniste, ce qui est en contradiction avec la politique étrangère chinoise de profil bas. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Frachon ? Je pense que la politique étrangère chinoise est assez complexe. C'est qu'elle a 2 dimensions au moins, si on peut les résumer. Je pense, encore une fois, je m'avance très prudemment. Je dirais que la première dimension, oui, c'est vrai, c'est encore un profil relativement bas. Par exemple, dans des zones de grands conflits ou de fractures, on voit que la Chine avance avec prudence dans tout le Moyen-Orient. Elle regarde, elle apprend, ses diplomates s'installent, elle a des délégations économiques, etc. Mais enfin, elle est très prudente. Elle a un léger programme de coopération militaire avec la Syrie, par exemple, un autre avec l'Irak. Mais elle avance très prudemment, très souvent à l'ONU, au Conseil national de sécurité, là où on décide des questions de la guerre et de la paix, la Chine vote plutôt avec la Russie, mais pas tout le temps non plus. Mais très souvent, elle vote avec la Russie. Donc on sent bien qu'elle avance prudemment, qu'elle cherche à se familiariser avec cette scène internationale, qu'elle a de plus en plus d'intérêt à défendre à l'étranger du fait du volume de ses investissements et du fait du nombre de ressortissants chinois qui vivent à l'étranger. On a vu ça quand la Chine a été secourir ses ressortissants en Libye au moment de la guerre libyenne il y a quelques années. Donc on voit bien, mais ça reste un profil, par exemple, plus discret qu'un pays comme la Russie, qui a 140 millions d'habitants et qui produit un peu moins que l'Italie tous les ans. On voit bien que c'est... Alors, c'est vrai que la Russie, c'est le pays le plus grand du monde aussi. Donc, c'est compliqué. Je dirais qu'à côté de ce profil, encore relativement bas, prudent, attaché à limiter les conflits, à ce que les choses ne bougent pas trop vite, la Chine se méfie d'événements comme les printemps arabes. Elle appréhende ces mouvements brutaux comme ça. Elle semble beaucoup plus partisan des évolutions progressives et lentes plutôt que de révolutions, curieusement. Et donc, il y a ce profil-là. Là, je suis d'accord avec ce qu'a dit Soubo. Mais je dirais qu'il y a un autre profil, beaucoup plus affirmé. Et ça me paraît inévitable. Vous ne pouvez pas être la première ou la deuxième puissance économique du monde. Vous ne pouvez pas être une puissance qui a bâti sa fortune et son succès sur la mondialisation. Un pays comme ça, mécaniquement, ne peut pas se désintéresser du reste de la planète et il est, qu'il le veuille ou non, forcément appelé à s'en mêler. Et la Chine s'en mêle et, à mon avis, pas profil bas, dans le Pacifique occidental.
sur tous les conflits territoriaux qui peuvent exister avec le Japon, le Vietnam, etc. Donc dans le bassin du Pacifique, en mer de Chine méridionale ou plus haut, la Chine affirme son statut, affirme ses revendications. Avec raison. Ça, je vous laisse je vous laisse le débat, ça, je ne rentre pas dans ce débat. Mais en tout cas, elle affirme sa position. Elle dit non, nous pensons que ça doit être comme ça. Et elle y met aussi des moyens militaires dans l'affirmation de ses revendications. J'appelle pas ça un profil bas. J'appelle pas non plus profil bas une autre initiative qui est extraordinaire, qui est passionnante, qui est formidable, qui est, je dirais en bon français, la route de la soie, qui est cette idée de relancer, réimaginer une route de la soie qui relierait à nouveau par le sol, mais aussi par une route maritime, la Chine aux autres continents, et notamment à l'Europe, avec un programme ferroviaire extraordinaire et qui fait rêver. On prend le train pour aller à Lyon depuis la Chine, etc. Mais là encore, quand vous avez une politique d'investissement, quand vous avez le projet d'investir 800 milliards de dollars à l'étranger, dans des pays étrangers, vous ne me raconterez pas, à moi, vilain journaliste, que vous faites ça de manière totalement angélique. Vous êtes forcément à un moment ou un autre, en contact avec les États, en contact avec les partis. Vous avez intérêt à ce que ça se passe bien, et ça s'appelle une politique de présence étrangère affirmée, que vous le vouliez ou non. Un pays qui, comme la Chine, est au cœur de la mondialisation, est un pays qui est amené à être un des principaux acteurs de la scène internationale très, très, très vite. Et donc, le profil, il va changer. Support. Moi, je pense que le profil bas, c'est un thème qui est utilisé en Chine très souvent, donc on pense que c'est un thème universel. Ce n'est pas un profil bas. La question, c'est que pour les responsabilités en tant qu'un État, ce qu'on appelle une grande puissance responsable, la Chine s'assume. La Chine s'assume dans l'ONU, partout, parce que c'est normal, mécaniquement, comme Alain a justement mentionné, que la Chine ne peut pas décliner cette gouvernance mondiale, parce qu'elle profite de la gouvernance. Pour la mondialisation, chacun assume sa part de responsabilité. C'est dans ce contexte-là que Xi Jinping a avancé la fameuse doctrine la communauté d'intérêt commun. Mais c'est que ici aussi c'est discutable. Les Français jamais croyaient que c'est possible. C'est idéal. C'est idéal, mais c'est pas dans la vie réaliste. Mais nous faisons comme objectif de l'humanité. C'est un effort de paix que la Chine a déployé. Mais la Chine a aussi fait beaucoup de choses dans le passé. Mais One Belt One Road, c'est vrai, il a une lecture, il a aussi l'interprétation. Donc quand vous avez l'intérêt économique, il faut s'assumer. Mais quand vous avez ce plan comme géopolitique ou initiative, il faut aussi donner une vision. Moi, je pense que la vision, comme l'année passée, il y a un forum à Pékin, et Xi Jinping et le gouvernement chinois a avancé people-to-people contact. Donc, je pense que quand on fait des choses communes, il faut que le peuple rencontre. Moi, je pense que là, il faut encourager toutes les initiatives de la secteur économique et la société civile. Il ne faut pas que l'État qui joue one-man show. Quand le peuple rencontre, quand il y a discussion, ça, on fait des affaires. On fait aussi pour la paix. Et donc pour afficher une politique de présence, mais aussi une politique de paix, il faut que le peuple se rende compte de ce dialogue.